L'autochrome, d'abord c'est une invention géniale de plus des frères Lumière. Et en particulier, il faut l'avouer, de Louis Lumière, qui a été tenace. Il lui a fallu 7 ans d'efforts pour mettre au point l'autochrome sur une seule plaque. C'est ça d'ailleurs le génie de Louis, c'est d'avoir réussi à faire que la lumière soit fixée sur une plaque, sur le bromure d'argent, grâce à la fécule de pomme de terre. Les frères Lumière avaient inventé le cinéma, tout le monde le sait, mais l'autochrome est une invention qui est restée un peu plus secrète et carrément oubliée, parce qu'elle était vouée à disparaître, parce qu'elle était unique, parce que chaque plaque est unique, on ne peut pas la reproduire. On ne pouvait pas la reproduire sur papier ou de manière très coûteuse, très onéreuse. Et du coup, elle a été très vite remplacée par le film souple. L'autochrome est devenu trop lourd, trop cher, trop difficile à utiliser parce que le temps de pose était assez long. D'où un charme particulier aussi que donne ce temps de pose à l'autochrome. Il y a ce grain spécial et indéfinissable lui aussi, qui fait que l'autochrome a des couleurs d'une douceur et d'une subtilité inouïe. Et on peut pas, on l'a remplacé par des nouvelles technologies qui ont fait des techniques de plus en plus perfectionnées, mais cette originalité-là, on ne l'a jamais égalée. Alors ces autochromes ont représenté 10 ans de travail parce qu'il a fallu faire 3 inventions fondamentales pour industrialiser ce procédé. Ça a été un travail de Romain. Louis Lumière a utilisé la fécule de pomme de terre. Il a fallu sélectionner les petits microns de fécule de pomme de terre. Il a fallu les comprimer sur des plaques de verre. Mais il fallait faire une compression de 7 tonnes au centimètre carré. Donc il a fallu inventer une presse et puis il a fallu inventer un laminoir pour répandre ces couches de façon harmonieuse et que la lumière les traverse de façon régulière. Il faut dire que c'était une révolution. La photo en couleur, tout le monde avait essayé de la trouver, personne n'y arrivait et tout d'un coup, boum, elle sort. Et là, le monde entier se précipite. Vraiment le monde entier. Les grands photographes américains, les grands photographes allemands, ils se précipitent et ça devient la merveille, et il y en a un qui dira même c'est la 8e merveille du monde, et il le pense vraiment, c'est Gimpel. Gimpel qui était français, qui était le journaliste de l'Illustration, le journal de l'époque. C'est lui qui a fait la démonstration le jour de la présentation enfin au public en 1907 de l'autochrome dans les salons de l'Illustration. C'est lui qui fait la démonstration, et là Steichen, le grand photographe américain, vraiment on parle tout de suite à son ami Stiglitz, qui est là aussi, et celui-là dira très vite, bientôt le monde entier sera fou de couleur, et Lumière en sera responsable. L'exposition s'inscrit dans le cadre de Marseille-Provence 2013, la Ciotat étant satellite de Marseille, avec la réouverture de l'Éden. Ce que je ressens en voyant cette exposition est particulièrement fort, émouvant, parce qu'en fait cette exposition rend hommage à une autre invention des frères Lumière, c'est-à-dire les plaques photographiques, les autochromes, qui est postérieure à l'invention du cinématographe. Et comme cette année on inaugure la doyenne des salles de cinéma du monde dans cette petite ville où les frères Lumière ont séjourné pendant des années, qu'on rende également hommage à leur autre invention qui a un lien direct bien sûr avec le cinéma, c'est la photo, c'est extraordinaire. Donc c'est de toute beauté, on a l'impression d'être dans les photos, c'est vraiment quelque chose de rare, de précieux, et je suis très très fière de cette exposition. Alors il y a des photographes de renom, et notamment parmi les autochromistes, il y a tous les grands noms de la photo autochrome. Il y a Gimpel, bien sûr, il y a Gervais Courtelmont, il y a Charles Adrien, il y a Antonin Personnard. Ce qui m'a le plus intéressé dans l'autochrome, c'est l'image, ce n'est pas les noms. Et chaque image est assez particulière dans cette exposition pour plein de raisons. D'abord parce qu'elle provient d'une collection, au départ, c'est quand même une collection. Cette collection est faite de 2 regards différents. Une collection faite à 4, on dirait 4 yeux. 4 mains, mais 4 yeux, enfin disons 2 regards, pour être plus français. Et ces 2 regards se croisent, se questionnent l'un l'autre, et en général convergent vers une même idée, qui est l'achat, si on peut, d'images qui ont un sens par rapport à nous, parce qu'effectivement il s'agit
d'une collection que je fais avec Elisabeth Nora, grande dame de la photographie et qui a un journal magnifique qui s'appelle L'Insensé, etc. Le plaisir que nous avons pris à faire cette collection, j'espère qu'on le retransmet là. Ça a été la base de la proposition faite à Marseille-Provence 2013, quand ils nous ont demandé de trouver quelque chose qui serait un hommage à la ville de La Ciotat, aux Frères Lumière, et qui corresponde à la Méditerranée et à Marseille. Les Frères Lumière étant en villégiature à La Ciotat, dans une magnifique villa qu'ils ont fait construire, ils l'ont amplement photographiée et on en a beaucoup. Donc là, merci aussi à Gilles Trarieux, l'arrière-petit-fils de Louis, dont la fille Suzanne a été bombardée de photographies par son père Louis. D'abord parce qu'elle était jolie, ensuite parce qu'il se servait d'elle comme modèle et comme il a essayé sur elle beaucoup de choses. Et donc nous avons beaucoup de photos de Suzanne, jolie jeune fille de l'époque. Nous avons donc voilà, pas mal de photos de La Ciotat, mais le reste c'est le monde de l'autochrome tel que les anonymes, les amateurs l'ont utilisé. Moi, j'ai l'habitude des expos photos, mais là, j'en prends plein la tronche. C'est très beau, les photos sont très fortes, très modernes, il y a des compositions révélatrices, étonnantes pour l'époque, qui annoncent la modernité photographique. La mise en mur est phénoménale avec le bois, c'est la plus belle expo que j'ai vue de l'année. Ce qui est très très bien aussi, c'est de passer d'une photo de chameau le long du Nil, après il y a un chapeau à New York. C'est très intéressant, c'est très universel. C'est une expo qui vraiment fait le tour du monde, mais avec des compositions, des cadrages qui sont époustouflants. Celles qui m'ont le plus marqué, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, j'aime beaucoup la photo des fleurs, j'aime beaucoup la photo de la petite maison avec les gens devant, j'aime beaucoup la photo du portrait de la femme du Soudan en contre-jour là-bas. On en ressort avec un imaginaire d'une grande poésie, quoi. Mais il n'y a pas que la force des photos, il y a la force de la mise au mur. Je suis ému. Celles qui sont presque la plus touchante sont celles qui sont un peu ratées. Enfin, qui ont quelque chose qui n'est pas parfait. Je n'ai pas voulu faire une exposition de chef-d'œuvre, j'ai voulu faire une exposition, loin de là, j'ai voulu faire une exposition qui raconte chacune quelque chose d'une histoire qu'on ne sait plus, qui est oubliée, qu'on ne connaît pas, mais on peut se la réinventer. Chacun se réinvente l'histoire devant l'image. Il y a La Ciotat et le monde. On est partout. On est partout, on est dans l'époque, on est dans l'intelligence de l'image. La première chose à ne pas dire, c'est on dirait un tableau. Un autochrome n'est pas un tableau, ce sont des photos avec des compositions modernes, rigoureuses. Ce n'est pas une copie de Seurat, de Renoir, c'est de la photographie, ce n'est pas de la peinture. Et c'est en ça qu'il y a de la modernité. Dans cette chapelle qui est magnifique, je dois dire, elle est vraiment très belle et il y a une lumière somptueuse. La lumière est a priori contraire à l'autochrome, contraire à l'exposition de l'autochrome qui est fragile et qui ne doit pas subir de rayons directs du soleil et de la lumière parce qu'elle s'abîme. La fécule est sensible aux ultraviolets et très vite les pigments partent, s'estompent et deviennent noirs et blancs. Donc toutes les plaques qui sont ici rétroéclairées en permanence sont des reproductions sur ce qu'on appelle du Duratrans. Techniquement, c'est le nom d'une marque. Et c'est un film donc opalescent qui laisse passer la lumière par derrière. Souvent, les expositions d'autochrome sont dans le noir pour permettre plus de luminosité. Moi, j'ai au contraire pris le parti d'utiliser la splendide lumière de la chapelle, qui est une exposition que nous avons en plein jour, puisque les horaires d'ouverture sont dans le jour. On est dans le sud, il y a une lumière, on est encore en fin d'été, il y a une lumière fabuleuse, mais qui n'est pas spécifiquement faite pour regarder des choses dans le noir. Mais je trouve que ça fonctionne. Évidemment, la nuit, ça ressort mieux, mais j'ai pu utiliser les rayons du soleil que donnent les très très belles ouvertures pour montrer comment à l'époque aussi on regarde à travers ces objets, ces sortes de cadres portatifs qu'on appelle un diascope.
et qui fait qu'on pouvait emporter sa fiancée ou son amoureux, plié comme ça. On l'ouvrait, on le regardait au soleil et waouh, il était là, en lumière, en couleur, en vrai, quoi. Alors la casemate, que j'ai appelée comme ça parce que je ne savais pas comment l'appeler, c'est une cabane. En fait, c'est une petite cabane, une petite maison. Mais elle fait le noir, elle fait le sombre, elle fait suffisamment de pénombre pour qu'on soit, pour que les plaques qui y sont montrées, qui sont donc des plaques originales, et ça c'est la grande particularité de cette exposition, c'est qu'on montre une trentaine de plaques originales, ce qui en général n'est pas fait. Par peur de les abîmer, par peur de les casser, par peur tout court, on ne les montre pas. Moi, comme ce sont des plaques desquelles j'ai la responsabilité et que je la prends, je les ai montrées. Et je les ai montrées donc dans le pénombre. Et elles sont rétroéclairées à la demande, c'est-à-dire qu'il y a un bouton qui allume et quand on lâche le bouton, ça s'éteint. C'est-à-dire que ça dure quelques secondes, le temps que le spectateur ait un petit dialogue avec l'image qui lui convient. Ce n'est pas de 2 secondes à 20 secondes selon les gens, mais ça ne peut pas faire de mal à l'autochrome. Voilà. Donc il fallait une pénombre, il fallait un coin un peu intime, parce que c'est vrai qu'on a un rapport un peu particulier avec ces objets du siècle dernier qui ont en gros 100 ans. L'autochrome, la vraie plaque est là, et on peut déceler le grain. On peut voir la subtilité des couleurs. C'est autre chose que la reproduction. C'est d'une délicatesse inouïe. Pour que le public puisse comprendre, parce que l'autochrome n'est pas connu finalement, il a été oublié. Il ressort des oubliettes grâce aux nouvelles technologies qui permettent de faire ça justement. Le fichier numérique permet enfin de pouvoir regarder des images. En fait, même si on ne regarde pas les plaques elles-mêmes, on regarde les images qui ont certaines délicieusement vieilli, d'autres moins. Certaines sont d'une extraordinaire modernité, d'autres sont restées dans la lignée du pictorialisme et continuent à être aussi d'une douceur époustouflante. Ce sont des images qui parlent. Elles racontent toutes quelque chose. Les films, eux, sont beaucoup plus techniques et apprennent aux gens ce que c'est que l'autochrome. Et c'est des films très intéressants à regarder. Je ne suis pas un collectionneur, j'ai simplement hérité de ma famille, comme tout un chacun, des photos de famille. Donc ces photos de famille ont été faites par Louis Lumière en 1904, 1905, 1906, notamment cette image qui représente Louis Lumière dans son laboratoire, à l'âge d'un peu plus de 40 ans, à l'époque où il a découvert la photographie autochrome. Avec ma grand-mère qui se trouve au premier plan, et le Cap Liuquet à La Ciotat, où il était en vacances à cette époque-là. J'ai mis à côté le laboratoire, qui est une planche assez connue, mais j'ai introduit une mise en scène de Gimpel sur l'alchimiste, parce que dans l'histoire de la chimie, de la découverte de l'autochrome et du chimiste qui était Louis, je pense qu'il y a eu une certaine part d'alchimie. Il fallait vraiment être non seulement génial, mais un peu alchimiste pour découvrir la patate quand même. J'ai voulu montrer, c'était pas si simple, mais c'est la vision en stéréoscopie qui a été très utilisée à l'époque et qui est assez extraordinaire. C'est de la magie, tout d'un coup on voit en 3 dimensions, c'est l'ancêtre de la 3D. Ici il y a une ravissante petite fille qui s'appelle Kate Stiglitz, la fille de Stiglitz, qui dès que son père rentre de France, où avec Steichen il a été ébloui par la découverte de l'autochrome et l'a mise immédiatement en pratique. Donc ça c'est une photographie des deux, Steichen et Stiglitz, qui photographie Katie. Celle-ci, qui est aussi un grand nom de la photographie, Paul Haviland, merveilleux photographe en couleur et en noir. Ce geste est d'une grâce inouïe. Voilà. Finalement, il y a l'essence de l'autochrome dans cette image-là, pour moi. Ensuite, il y a eu une chose qui a émerveillé les autochromistes, c'était la possibilité de photographier les illuminations. C'est Gimpel qui a commencé, d'autres ont suivi. Le salon de l'automobile avec toutes ces illuminations dans le Grand Palais à Paris, on peut aussi photographier la nuit.
sans flash. Mais il faut des heures de pause pour faire ça, des heures de pause. Alors, cette petite violette, ce petit bouquet de violettes dans son vase est un extrait de charme pour moi. C'est du pur parfum de charme avec son côté abîmé. Elle a subi des dégradations, de l'humidité certainement, mais dans l'état où elle est peut-être encore plus charmante que si elle était intacte. Évidemment, n'étant pas fanatique de la guerre et de l'armée, j'ai quand même été obligée de... Je n'ai pas pu l'ignorer, parce que ça a eu un grand rôle. L'autochrome a eu un grand rôle pendant la guerre de 14. Et on a vu les Bleus, il y a eu les tranchées, ils sont allés dans les tranchées. Donc ça, je ne l'ai pas montré. Le centenaire est dans l'année prochaine, on en verra suffisamment. J'ai montré les à côté de l'armée, de la vie quotidienne à l'armée, les corvées de patates et le repos des soldats, j'ai préféré. Ça, c'est l'aspect documentaire de l'autochrome dont je parlais tout à l'heure, qui est médical. Donc là, c'est une maladie qui est regardable, parce qu'il y en a certaines qui sont juste pas regardables, tellement violentes. Mais cette façon de pouvoir montrer et éduquer est très importante. Et c'était une première fois où on pouvait parler de la couleur des champignons vénéneux, par exemple. Là, c'est très précis. Ou de certaines espèces d'oiseaux qui sont découvertes dans le monde, à l'autre bout de l'Antarctique. Enfin, c'est pas à l'autre bout du monde, tout au moins. Et puis, il y a des individus. Dans les paysages, il y a des individus. J'ai l'impression que cet arbre est comme une personne. Il est tout seul et il est posé dans ce paysage et ben, voilà, je trouve qu'il est parlant. Il m'a parlé dans tous les cas. Il me raconte plein de trucs, ce mec-là. Le photographe qui est photographié, mais donc il a son pied, il est probablement autochromiste. Ils ont été nombreux à partir en excursion et à se photographier eux-mêmes, entre eux, et à photographier des paysages. Les sociétés autochromistes étaient assez vivantes pendant longtemps à l'époque. Et là, il y a l'image que nous avons choisie pour faire l'affiche de l'exposition parce qu'elle représente tout ce que nous aimons chez un individu, c'est-à-dire son naturel. Il dort, il a bu un petit coup, il a pris son café et il fait la sieste. Et c'est Louis Lumière, Père Louis, comme l'appelle son frère. Oui, les alpinistes, c'est une prouesse technique en divers titres. C'est Charles Adrien, c'est un des autochromistes des sociétés de l'époque qui foisonnent des sociétés de photographes et des sociétés d'autochromistes, qui partent en excursion et faire des voyages inouïs quelquefois, la preuve, ça c'est quand même assez incroyable. Ça c'est Charles Adrien, c'est la collection de la SFP, Société française de photographie, dont ils étaient tous membres et qui était très importante à l'époque, qu'il est encore aujourd'hui bien évidemment, mais la prouesse de se trimballer avec tout l'attirail photographique de poids, les plaques sont lourdes, les appareils sont lourds, et d'arriver à faire cette photo avec les blancs, le blanc étant très difficile à obtenir en autochrome. Donc beau chef-d'œuvre, beau chef-d'œuvre. Dans les moyens de transport qui ont été quand même assez bien représentés par les autochromistes, le petit train du Montanvert à Chamonix, il y a eu cet extraordinaire salon de l'aéronautique à Paris au Grand Palais. Et ce célèbre cliché de Gimpel du salon aéronautique de 1909, avec les montgolfières dans le Grand Palais, est quand même assez spectaculaire et grandiose. Le voyage qui nous amène à l'Orient et l'Orient qui est très photogénique, je dois dire, en autochromie par ses couleurs à la fois éclatantes et les lumières très très douces et variables que peut représenter une terrasse dans l'Atlas ou un port. Je ne sais pas de quel port il s'agit, je sais que le photographe est Gervais Courtelmont. Dans le fond, Gervais Courtelmont, donc cet autochromiste, que détient la Cinémathèque Robert Linen à Paris et qui a eu la gentillesse de nous fournir ces images. L'aéroport militaire d'Oujda que je trouve d'une grande beauté avec ses militaires de dos et l'avion qui va partir, toujours vers un mystérieux voyage, là encore. L'Orient toujours en extérieur avec une échelle donnée par un personnage. Mais la rareté de cette image est que dans une mosquée, en principe, on ne photographie pas dans les mosquées. Pour terminer ce passage en Orient, c'est la merveilleuse lumière qui traverse la boutique de ce petit marchand de citrons.
C'est vraiment le triomphe de la couleur, c'est vraiment le triomphe de l'autochrome pour moi.